Publié récemment par la Heritage Foundation, l'indice de la liberté économique 2025 présente le classement des pays ayant amélioré de manière mesurable leur liberté économique. Le Togo figure parmi les 27 premiers pays africains. L'indice de la liberté économique repose sur 12 critères qui mesurent différents aspects de la liberté économique. Ces critères sont regroupés sous plusieurs piliers essentiels: l'état de droit, la taille des pouvoirs publics, les dépenses publiques et la santé, l'efficacité réglementaire ainsi que l'ouverture du marché. Dans le classement mondial, le Togo se situe à la 132e place et à la 27e position sur le continent africain. Cette performance est attribuée au score de 52,3 points obtenu par le pays, un résultat qui reflète une amélioration de 1,4 points par rapport à l'année précédente. En détail, le Togo a obtenu 37 points pour les droits de propriété, 37,1 points pour l'efficacité judiciaire, 31,6 points pour l'intégrité de l'État, 81,6 points pour les dépenses publiques, 21,7 points pour la santé fiscale, 59,9 points pour la liberté des entreprises, 51,9 points pour la liberté du travail, 69,8 points pour la liberté monétaire, 66,8 points pour la liberté commerciale, 60 points pour la liberté d'investissement et 40 points pour la liberté financière. Il est important de souligner qu'au niveau mondial, Singapour occupe la première place de ce classement en matière de liberté économique. En février 2025, l'indice harmonisé des prix à la consommation, IHPC du Togo, a enregistré une légère hausse, reflétant des variations modérées des prix à la consommation. Cette progression est principalement attribuée à l'augmentation des prix dans certaines catégories de produits de base. Les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées ont connu une hausse notable, impactant directement le panier de la ménagère. Cette augmentation est en partie due aux fluctuations saisonnières et aux conditions climatiques influençant la production agricole. De plus, le secteur du logement, incluant l'eau, l'électricité, le gaz et autres combustibles, a également contribué à cette tendance haussière, reflétant une augmentation des coûts des services publics. Cependant, tous les secteurs n'ont pas suivi cette tendance. Le secteur des transports a observé une légère baisse des prix, offrant un répit aux consommateurs. Cette diminution pourrait être liée à une stabilisation des prix du carburant. Les produits de première nécessité, tels que les plats préparés ou les céréales, continuent de voir leur prix grimper, limitant l'accès des foyers aux besoins essentiels. Dans les régions de l'intérieur du pays, des disparités persistent. Si certains produits locaux voient leur prix baisser, d'autres, comme les tubercules ou les huiles végétales, enregistrent des hausses notables. Malgré ces fluctuations, selon les données de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, INSEAD, le taux d'inflation est de 2,8% en février contre 2,9% en janvier 2025. Face à ces évolutions, les préoccupations demeurent quant à l'impact à long terme sur les conditions de vie, en particulier pour les ménages à faible revenu. L'Institut de conseil et d'appui technique a fait un bilan dans le cadre de la mise en œuvre des activités menées au profit des acteurs des chaînes de valeur agricole en 2024. Selon le bilan, l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT a franchi un nouveau cap en facilitant l'accès au financement pour 12 310 agriculteurs, dont 4 770 femmes. Avec une injection de plus d'1 milliard de francs CFA dans l'économie agricole, l'ICAT met en œuvre sa mission principale de structurer les producteurs et de renforcer leur intégration dans les chaînes de valeur agricoles. Selon le rapport, ces efforts se sont traduits par la création de 1408 coopératives rassemblant près de 30 000 producteurs. Ces coopératives ont permis de mettre en relation les agriculteurs avec des agrégateurs, générant un chiffre d'affaires global de 4,2 milliards de francs CFA. En parallèle au financement, l'ICAT a également soutenu
Près de 20 000 producteurs dans le domaine de la mécanisation agricole, facilitant le labour de plus de 37 000 hectares. L'organisme a également instauré 693 champs-écoles et 170 unités de démonstration pour promouvoir l'adoption de pratiques agricoles modernes parmi les agriculteurs. Pour la stratégie de modernisation, 229 zones d'aménagement agricole planifiées, ZAP, ont été également suivies en 2024, couvrant un total de 26 502 hectares et impliquant 27 019 producteurs, dont 11 055 femmes. Pour cette année 2025, le gouvernement togolais ambitionne de renforcer ses performances en privilégiant la diversification des financements, une mécanisation accrue et l'adoption de technologies agricoles innovantes. L'avenir de la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique AGOA se fait de plus en plus incertain. Les tendances actuelles et futures de la politique américaine semblent modifier la trajectoire de l'AGOA. En témoigne le dernier rapport publié par le Congressional Research Service. En effet, selon le CRS, qui est un institut de recherche sur les politiques publiques du Congrès américain, les exportations des pays d'Afrique subsaharienne vers les États-Unis ont atteint 8 milliards de dollars en 2024. Ceci constitue une baisse de 13% par rapport à l'année 2023. Rappelons que chaque année, les États-Unis actualisent la liste des pays éligibles à l'AGOA en fonction de leur attachement à l'économie du marché et au respect de l'état de droit et surtout aux politiques de lutte contre la pauvreté. Et selon le rapport, une poignée de pays alimente le programme de l'AGOA. Seuls 5 pays africains ont concentré en 2024 près de 65% des exportations africaines vers la première puissance mondiale. Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Kenya, du Madagascar, de la RDC et de la Côte d'Ivoire. Dizaines de partis politiques passés au crible. Ces dernières semaines, les autorités guinéennes ont entrepris de les évaluer pour, disent-elles, assainir l'espace politique. Dans un rapport rendu public ce vendredi à Conakry, certains d'entre eux ont été temporairement suspendus. Nous nous retrouvons dans un espace assaini parce que vous avez quand même 28 partis politiques qui sont suspendus. Vous en avez 4 qui sont en observation, ça vous fait 32 partis politiques et vous avez 99 qui vont exercer. Pour justifier leur décision, les autorités guinéennes ont avancé plusieurs motifs. Certains partis auraient manqué à leurs obligations de fournir un compte bancaire, d'autres n'auraient pas tenu de congrès depuis plusieurs mois. Parmi les partis suspendus, 2 poids lourds de la politique guinéenne, l'UFR de l'ex-premier ministre Sidia Touré et le RPG, l'ancien parti au pouvoir du président déchu Alpha Condé. Le RPG avait d'ailleurs choisi de boycotter la cérémonie de vendredi, ne reconnaissant plus le pouvoir en place. Nous ne craignons rien. Nous savons que cette suspension ne repose sur aucune base légale. En ce qui nous concerne, ce qu'il y a lieu de faire à l'intérieur de nos partis est clairement confiné dans nos textes, les statuts et le règlement intérieur. Nous fonctionnons en rapport avec ça, mais pas par rapport à une injonction qui vient de l'extérieur. Surtout particulièrement quand cette injonction vient d'une junte militaire qui n'a ni légitimité ni légalité. Les partis suspendus ont 3 mois pour se mettre en règle. De son côté, l'UFDG, principale force d'opposition dirigée par Cellou Dalein Diallo, n'est pas suspendu et peut continuer d'exercer, sous réserve toutefois d'organiser un congrès au cours des 45 prochains jours. Les liquidités manquent à Goma. Depuis la prise de la ville par le M23, Kinshasa a suspendu la succursale provinciale de la Banque centrale du Congo. Les banques commerciales ont donc fermé leurs portes. Il y a quelques jours, il était encore possible de retirer de petites sommes auprès de certains distributeurs automatiques, mais rien de plus. Et les taux de change défavorables érodent le pouvoir d'achat en monnaie locale. J'ai retiré 50 $, c'est pas grand chose, mais ça va me permettre d'acheter de la nourriture. Ça ne sera pas suffisant car j'ai retiré 50 $, mais ils m'ont fait un taux de 2700 francs congolais pour 1 $. Alors que le taux est de 3000 francs congolais pour 1 $ en réalité. Donc il y a 300 francs d'écart. Sur 50 $, je vais perdre 15 000 francs. C'est 15 000 francs en moins pour mes achats.
L'économie congolaise reste très dollarisée. Des dollars que la population retire, puis change auprès de cambistes pour leurs courses du quotidien, les paiements en liquide restant la norme. Ces derniers temps, le travail est très compliqué, car les banques sont fermées et rien ne fonctionne. Or, les banques nous aident en fournissant des dollars aux gens, aux automates. Mais là, avec la fermeture des banques, tout s'est arrêté. Les cambistes et les commerçants sont les plus touchés. De nombreuses entreprises ont ralenti leurs activités. L'économie locale risque à terme la paralysie, d'autant que la crise perturbe aussi les flux commerciaux en provenance des pays voisins, ce qui contribue à l'instabilité économique générale de la région. Cet expert financier craint des conséquences plus lourdes à long terme. Certaines institutions, par exemple les institutions de microfinance, elles seront en faillite. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles vont revenir sur terrain, il y aura une masse de retraits, il y aura beaucoup de retraits que de dépôts. Alors que ces institutions doivent équilibrer le nombre de dépôts et de retraits pour fonctionner. Beaucoup de gens vont retirer leur argent, cela créera une bulle spéculative et beaucoup de banques et beaucoup d'institutions vont tomber. Et quand ces banques vont tomber, ça sera un long processus pour reconstruire ces systèmes financiers dans la ville de Goma. La situation est similaire dans la province du Sud Kivu. Des destructions à perte de vue. Voilà tout ce qu'il reste de ce quartier résidentiel de Vela Ridge dans le Missouri, dans le centre des États-Unis, après le passage de tornades et de violentes tempêtes. Murs arrachés, voitures retournées, poteaux électriques affaissés, les secouristes et les forces de l'ordre multiplient les interventions au plus vite. Nous sommes en train d'évaluer les bâtiments, de nous assurer qu'ils sont tous dégagés, que tous les occupants sont sortis. Nous avons eu quelques blessés qui ont été transportés à l'hôpital le plus proche. Ce que nous voulons avant tout, c'est que les gens restent à l'écart de la zone. Toute la région des Grands Lacs, près de la frontière canadienne, a été touchée. Selon le site Power Outage, près de 250 000 foyers étaient privés d'électricité samedi soir. Le bilan humain augmente d'heure en heure, plus de 30 morts et des dizaines de blessés. Après plusieurs heures passées dans le noir et la terreur, les habitants constatent avec effroi l'ampleur des dégâts. J'essaye de comprendre, mais il y a tellement de dégâts. Nous avons perdu toute notre nourriture, tout ce qui se trouvait dans les congélateurs et les réfrigérateurs. Tous nos véhicules, toutes nos pompes, tout a été arraché du sol. D'autres tornades potentiellement violentes selon les services de prévision météorologique nationaux américains sont prévues, notamment en Louisiane, dans le Mississippi, l'Alabama et le Tennessee. Le vent devrait atteindre les 120 km/h. Les villages de Konopelka et d'Agronome ravagés. Selon Moscou, ils viennent d'être repris par l'armée russe aux forces ukrainiennes. Ces dernières continuent de perdre du terrain dans la région russe de Koursk, où elles s'étaient emparées de plus d'1 millier de kilomètres carrés en août 2024 après une offensive éclair. À l'instar de la ville de Soudja, elle aussi annoncée recapturée jeudi par l'armée russe. En parallèle des combats, la Russie mène des opérations d'évacuation des populations civiles et dit samedi avoir déplacé 301 habitants de Soudja. Après avoir fait de la reprise de la région de Koursk une priorité pour son armée, le président russe a affirmé vendredi que les troupes ukrainiennes étaient encerclées. Côté ukrainien, on nie tout encerclement, mais on concède une situation difficile. Poutine ment à tout le monde sur la situation du terrain, en particulier sur ce qui se passe dans la région de Koursk, où nos forces ukrainiennes poursuivent leurs opérations. Nos troupes ont également stabilisé la situation sur le front de la région de Donetsk. Je veux dire, Pokrovsk. Dans la région de Soumy, de l'autre côté de la frontière en Ukraine, les évacuations de civils s'accélèrent aussi. Récemment, le nombre de frappes aériennes a augmenté. Et ils ont commencé à frapper Myropila avec des canons anti-aériens. Chaque jour, il devient de plus en plus difficile d'évacuer. Chaque jour, nous évacuons au moins 7 à 8 personnes. Vladimir Poutine, sans s'opposer catégoriquement à la trêve proposée par les États-Unis, a déclaré jeudi que les prochaines étapes des négociations dépendraient de la libération de la région russe de Koursk.
Un déluge de feu s'abat sur le Yémen. Publié par le commandement central américain, ces images montrent les missiles lancés depuis la mer Rouge visant des positions des rebelles houthis, notamment sur un quartier résidentiel de Sanaa. Le président américain a supervisé l'opération et l'a mentionné dans un post sur son réseau social Truth. Aujourd'hui, j'ai ordonné à l'armée américaine de lancer une action militaire décisive et puissante contre les terroristes houthis au Yémen. Ils ont mené une campagne implacable de piraterie, de violence et de terrorisme contre les navires, les avions et les drones américains et autres. Des frappes similaires ont été signalées par les Houthis au nord du Yémen, à Sanaa. Au moins 31 personnes ont été tuées selon un premier bilan annoncé par les autorités locales. Ce dimanche matin, on pouvait apercevoir des colonnes de fumée dans le ciel de Sanaa. En réaction, les habitants de la capitale affichent leur défiance vis-à-vis d'Israël et de son allié américain. L'agression américaine ne nous fait pas peur et nous n'abandonnerons pas Gaza, quel qu'en soit le prix. Le peuple yéménite est différent des autres peuples. Nous sacrifierons tout ce que nous avons pour nos frères de Gaza. Si Dieu le veut, nous serons victorieux et rien ne pourra nous nuire. Nous ne sommes pas effrayés par leurs frappes et nous nous en moquons éperdument. Il s'agit des premières frappes américaines contre les Houthis depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier. Cela fait suite à l'annonce par les rebelles Houthis de la reprise des attaques sur les navires israéliens qui traversent la mer Rouge et la mer d'Arabie, tant que l'armée israélienne maintient son blocus humanitaire sur la bande de Gaza. Voyage en diaspora. Voici le thème pour cette année 2025. Sur 3 journées, ce sont près de 180 auteurs qui sont programmés, des dizaines de maisons d'édition africaines qui sont représentées. Une occasion pour beaucoup de gagner en visibilité et de rencontrer enfin leurs lecteurs. Pour moi, c'est important d'être présente sur ce salon parce que c'est un salon qui réunit, je pense c'est l'un des plus grands salons qui réunit la diversité de la littérature africaine et non pas dans la croyance qu'on peut avoir de la littérature très parfois pessimiste ou trop réaliste. Ça réunit vraiment tous les styles, donc on a de la fantaisie, on a du jeunesse, on a du thriller, on a de la littérature, on va dire, plus générale. Donc c'est vraiment en fait l'endroit, je trouve, où on trouve vraiment de tout. Et le salon trouve son public. Cet après-midi, les allées sont pleines à craquer. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir? C'était pour en connaître un peu plus sur ma culture, regarder des livres qui abordaient les langues, etc. Enfin, en connaître un peu plus. J'en suis à mon 6e et 7e, je pense. J'ai un peu craqué. Ça permet de pouvoir faire découvrir aussi à d'autres personnes des livres qu'ils n'auraient pas forcément vus ailleurs. Des écrivains, mais pas que. Des hommes politiques aussi n'ont pas manqué l'événement. Comme l'Ivoirien Charles Blé Goudé, venu présenter un recueil de proverbes africains. La lecture ouvre au reste du monde et permet aussi de véhiculer nos cultures. C'est le salon du livre africain. Ça aurait même été le salon du livre guadeloupéen ou allemand ou n'importe quel pays, je serais venu. Ce n'est pas le politique qui parle, c'est l'écrivain qui parle. Outre les signatures, de nombreuses conférences sont proposées, 40 au total. Tradition oblige, 2 pays sont invités d'honneur cette année, le Brésil et le Cameroun. Le Cameroun à l'honneur, c'est vraiment un immense honneur, un grand plaisir pour nous d'être à l'honneur cette année parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'auteurs camerounais. C'est vraiment l'occasion de les mettre en avant. En quelques années, le Salon du livre africain est déjà devenu un rendez-vous immanquable. Entre 6 000 et 8 000 visiteurs sont attendus sur les 3 jours.